femmes dans l'entrepreneuriat et notamment, il y a des informations très, très intéressantes sur la perception des femmes vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Un exemple très, très concret et très simple auquel on est confronté au quotidien, c'est à compétences, expérience égale, bah, les femmes ont moins tendance à entreprendre que les hommes pour des questions parce qu'elles se sentent, on va dire, généralement moins légitimes que des hommes, par exemple. Donc, c'est typiquement le genre de conclusion ou d'informations qu'on peut trouver dans ces études-là. Donc, bah, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vous remercie vraiment tous d'être là. Encore une fois, vous faites le succès de Midi Entrepreneur et juste un petit remerciement à l'équipe technique Francesca et Alissa. Donc, bah, écoutez, bon Midi Entrepreneur et à votre disposition après si vous avez la moindre question. Merci Clément, mais avant de commencer cette intervention, puisque là vous êtes un certain nombre à être connectés, ce que je vais vous demander, c'est de vous présenter succinctement pour dire qui vous êtes, et puis si vous avez un projet, partagez-le, c'est l'occasion. Voilà, bah, écoutez, je vais laisser la parole, je vois vos noms sur la liste, si vous pouvez vous présenter. Je vois, j'ai Inès. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis une jeune motion designer qui cherche à se lancer en freelance et qui cherche aussi à créer un réseau de freelance spécialisés dans mon domaine. Donc, plutôt en cherchant des sound designers, des doubleurs, etc. pour pouvoir travailler ensemble et permettre de proposer aux clients quelque chose qui est clé en main, une production clé en main. Eh bien, merci Inès. Alors oui, ce que je voudrais compléter, c'est qu'en fait, cet événement, au-delà du fait de bénéficier du retour d'expérience et des conseils de Florence, ça vous permet aussi d'entrer en contact les uns avec les autres, le cas échéant. Donc, n'hésitez pas dans le chat à mettre vos profils LinkedIn et les liens pour que les différentes personnes puissent vous retrouver. Voilà. Alors, Vincent Delpy, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, Vincent Delpy, je suis le directeur des établissements CIRMAD. C'est l'activité de téléassistance au sein de la Fondation Partage et Vie. Donc voilà, aujourd'hui, je suis parmi vous parce qu'on a un intérêt par rapport à notre développement stratégique de l'activité de téléassistance sur le territoire national. Merci. On a Noémie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis Noémie Gavache, je suis actuellement dans une entreprise qui s'appelle Autotechnologie et qui fait des solutions IT digitales. Mais Midi Entrepreneur va pouvoir m'apporter, comme le disait Frédéric, un beau retour d'expérience car je souhaite me lancer en freelance, notamment dans le conseil et l'accompagnement sur toute la partie communication et marketing. Merci. Alors j'espère que je ne fais pas d'erreur, Coy Nguyen. Oui, bonjour, je m'appelle Koy, je travaille dans une start-up de téléconsultation qui s'appelle Care. Voilà, merci pour l'organisation et très intéressé par ce qui va se dire aujourd'hui. Merci. François, alors là, François Carl, qui est un entrepreneur également. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Frédéric. Oui, on t'entend, François. Bonjour. Très bien, bonjour. Donc moi je suis François Carl. Je suis fondateur et j'anime une plateforme qui met en relation des experts RH indépendants avec des donneurs d'ordre, des demandeurs. Et l'adresse du site est Permalia, www.permalia.com. Voilà. Merci. Merci Frédéric. On a Bastien. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce Midi Entrepreneur. Moi, je suis Bastien Branche, je suis je viens de terminer mon master. Fraîchement, on attend les résultats, mais normalement, je suis diplômé. Et je vise à monter éventuellement mon entreprise dans le recyclage des déchets plastiques sur les côtes vendéennes, plutôt atlantiques. Ok, merci. Qui ne s'est pas présenté encore?
j'ai peut-être pas vu sur la liste. Non, c'est bon? Sinon, manifester. Caroline Thiam. Caroline Thiam. Oui, bonjour. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Caroline Thiam. Je suis actuellement un business analyst dans le secteur bancaire et je cherche on va dire, à diversifier mes activités et à me lancer sur un projet qui est un peu plus personnel. Ce serait, comment dire, améliorer le traitement des femmes qui sont victimes de fustules obstétricales. Les fistules obstétricales, c'est clairement lié à des très jeunes filles qui sont mariées très tôt. Et suite à un accouchement difficile, elles ont de sévères séquelles qui font qu'elles sont ostracisées, qu'elles sont mises de côté et qu'elles ont une fin de vie compliquée et difficile. Voilà. Et je suis principalement là pour ça. Et essayer de voir si mon projet tient la route et avoir des retours de votre part. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Nous allons commencer. On voit que vous avez des profils variés. Ce qu'on vous propose, alors là, je vois ici Armelle lève la main. Peut-être Armelle ne s'est pas présentée. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, moi je suis entrepreneuse depuis 10 ans. J'ai monté une école de français pour intégrer les conjoints d'impatriés et des impatriés. C'est des formations de français en immersion et une communauté de plus de 200 expats à Paris. Voilà. Et je suis très preneuse des retours de Florence. Merci. Ils seront précieux, vous allez voir. Je fais un peu de teasing. Merci beaucoup. Mais écoutez, ce que je vous propose, nous allons commencer. Pour ceux et celles qui se connecteraient, qu'il ou elle se présente sur le chat. Alors, on va commencer par cette interview de Florence, qui va se présenter comme une conversation, puisque l'idée des Midi Entrepreneurs, c'est que nous échangions et que moi, je vous représente auprès de Florence pour lui poser un certain nombre de questions d'entrepreneur à entrepreneur pour que vous puissiez bénéficier de son retour d'expérience. Alors, mais tout d'abord, on va commencer par faire quand même un flashback sur ton parcours, Florence. Alors moi, j'ai l'habitude de commencer par... en reprécisant comment on s'est connus. Moi, je suivais par rapport à ma casquette plutôt venant du monde de la santé et de l'assurance, ton activité et le lancement de Liberos. Et puis, j'ai vu que tu venais d'obtenir le prix Business au féminin dans la catégorie Scale-up. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais que Florence soit l'invitée des Midi Entrepreneurs et tu as accepté avec enthousiasme. Donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, écoute, tu vas nous commencer par nous raconter ton parcours. Donc, toi, tu as commencé en tant qu'infirmière. Allez, raconte. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité, Frédéric, et ravie de pouvoir faire un retour d'expérience, en tout cas de pouvoir, pourquoi pas, répondre à vos questions. J'ai un peu la pression là du coup d'avoir les bonnes réponses aux questions, mais en tout cas je vais vous dire un petit peu d'où je viens et ce que j'ai fait. Effectivement, initialement j'ai un diplôme d'infirmière, donc j'ai été diplômée en 2012. Et par la suite, j'ai travaillé tant à l'hôpital, dans des services d'oncologie, d'hématologie, donc tout ce qui est cancer du sang, notamment les lymphomes et les leucémies, et aussi à l'Institut Curie pour la prise en charge de patientes atteintes de cancer du sein. Et de ces expériences à l'hôpital, ensuite, je suis allée faire un peu de domicile auprès des patients qui étaient atteints de maladies chroniques. Et c'est ces expériences professionnelles en tant qu'infirmière qui m'ont poussée à me développer, à créer Libéro, pardon. Oui, mais quand tu me disais, justement, moi j'ai choisi d'être infirmière parce que je voulais vraiment être dans le concret, soigner les gens. Alors, prendre la décision d'arrêter de les soigner directement pour se lancer dans l'entrepreneuriat, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Alors oui, effectivement, peut-être qu'il y a peut-être des soignants, peut-être pas aujourd'hui dans le public, mais
Il faut savoir qu'un métier de soignant aujourd'hui, les infirmiers, notamment si je prends le métier des infirmiers, que je connais mieux, un infirmier, il y a 5 ans, enfin il y a même plus, il y a 10 ans, quand j'ai été diplômée, changeait de service tous les 7 ans. C'est ce qu'on appelle un fin de vie des infirmiers dans les services. C'est tous les 7 ans. Et puis très rapidement, ça a diminué de 3 ans. Donc tous les 3 ans, les infirmiers changent de service, quand on parle de l'hôpital, pour soit s'installer en libéral, donc à domicile, et être entrepreneur en tant que soignant, ou soit changer de service tout simplement parce que pour voir autre chose. Il faut savoir que les services dans lesquels j'ai exercé, mais comme tout type de service hospitalier, l'humain est au cœur du dispositif. Hein. On ne soigne pas forcément pour la gloire ni pour le salaire de fin de mois, même si au final, ça reste quand même des salaires tout à fait adaptés, même si bien sûr, il y a une revalorisation en cours qui est très intéressante. Le point, c'est que comme c'est des métiers qui sont très lourds physiquement et psychologiquement, c'est difficile parfois de voir le positif au quotidien. Et là, on le voit bien avec la crise sanitaire. Il y a beaucoup de soignants qui quittent l'hôpital et qui quittent le soin complètement parce qu'ils sont en burn-out ou tout simplement parce qu'ils ont envie de passer à autre chose. Et de fait, de ces expériences donc en tant que soignante, je me suis dit, j'ai eu de la chance d'être entourée d'amis et de collègues et autres qui n'étaient pas forcément que des soignants, donc des personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat et qui étaient finalement dans d'autres métiers, ce qui m'a permis aussi de comprendre et de sortir un peu de mon écosystème de soins, qui n'était pas forcément toujours positif, pour me dire, voilà, je suis arrivée à un moment donné dans mon expérience professionnelle où je côtoie la mort, je côtoie la souffrance, je côtoie la tristesse, des choses qui ne sont pas faciles, mais je côtoie aussi forcément la vie, l'espoir, la guérison. Mais je voulais aller au-delà et me dire que je pouvais justement rendre heureux mon quotidien de soignante par une autre chose qui était la création de quelque chose, la création donc positive de quelque chose pour aider l'écosystème de santé. Alors justement, une fois que tu avais cette volonté-là, comment ça se passe? Parce qu'on sait bien que dans l'entrepreneuriat, il y a peut-être et probablement des porteurs et porteuses de projets. À quel moment on décide de franchir le pas? Et puis parce qu'on a mûri l'idée. Donc là, toi, tu as eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui était particulièrement proche, qui pouvait t'appuyer dans cette étape-là. Alors, comme je t'expliquais en préparation à ce midi entrepreneur, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance, si je prends, même si au final, tous les jours, c'est les montagnes russes. Mais c'est vrai que la chance, c'est un facteur qui peut vraiment aider, mais elle se crée aussi. Pourquoi? Quand je dis ça, c'est que oui, alors premièrement, j'ai eu de la chance parce que j'ai cofondé donc la société avec mon conjoint, enfin, mon partenaire de vie, qui lui a fait des études de commerce, de la finance, donc rien à voir avec mon écosystème, mais qui du coup m'a apporté une structuration, créer un business plan, aller voir des investisseurs, définir un business, voilà, enfin packager, le marketing, hein, tout ce qui est l'accès au marché, des choses comme ça, choses que j'avais pas forcément en tête quand je me suis lancée. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est sûr que je ne me suis pas lancée toute seule. L'idée, je l'ai eue toute seule. Le projet, je l'ai eu toute seule, mais je n'ai pas créé toute seule la société. Donc ça, c'est un premier point. Clairement, comme je te le disais, Frédéric, j'aurais jamais pu me lancer toute seule sans m'appuyer d'un ami, d'un parent ou d'une personne très proche, là, comme mon conjoint, tout simplement parce que personnellement, je me voyais pas, on a besoin d'une soupape, on a besoin d'une personne avec qui on échange pour se challenger soi-même, pour avancer et pour prendre des décisions à un moment donné, parce que même si on est tout seul, in fine, à prendre la décision et à être responsable de ses actes, c'est quand même intéressant de pouvoir se challenger. Donc ça, c'est un des vrais sujets qu'on aborde dans les midis entrepreneurs. Est-ce qu'on se lance seul? Est-ce qu'on se lance à plusieurs? Et en général, le constat, c'est que les entreprises qui arrivent au stade où est la tienne ont commencé soit par une personne seule, mais qui très très vite a pris d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas, sauf exception, arriver à vraiment la grosse success story si on n'a pas une team d'associés, en fait, je pense.
Oui, encore là, tu viens de pointer un point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tout dépend de la société que l'on souhaite faire. Tout dépend de la mission de la société ou de l'entreprise qu'on souhaite créer ou du projet qu'on souhaite mener. Typiquement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mentionné, je crois que c'est Inès, qui est motion designer, donc en tout début, qui disait voilà, qu'elle veut créer quelque chose en lien avec son métier et en tant qu'indépendante. On n'est pas forcément, on travaille aujourd'hui avec beaucoup de freelance chez Libero. On est 25 personnes dans l'entreprise, mais on travaille aussi avec des freelances. Et c'est des freelances qui nous apportent des expertises très, très, très intéressantes et importantes pour notre quotidien, qu'on ne va pas forcément embaucher forcément parce qu'ils aiment ce statut de freelance. Et se lancer en freelance et s'appuyer d'autres partenaires potentiellement, effectivement, oui, partenaires, autres freelance. Pour moi, ce n'est pas forcément s'associer. Là, du coup, c'est vraiment de se dire, j'ai une expertise, je la mets au service de clients, je peux collaborer avec d'autres partenaires pour élargir mon offre de service, mais par contre, mon expertise, mon projet, c'est mon expertise que je vais mettre à disposition du plus grand nombre. Donc là, il n'y a pas forcément besoin d'associer, il faut juste être bien entouré d'un bon comptable, d'une bonne banque et d'un bon outil qui nous permet d'être visible en tant que freelance. Je pense notamment à Malte ou à plein d'autres solutions. Et moi, par contre, effectivement, moi, je savais d'emblée qu'il me fallait des développeurs parce que j'avais pour idée de mobiliser des professionnels de santé. Donc, il me fallait une application, un site web, donc des interfaces techniques. Donc, ça qu'on n'avait pas du tout, ni moi, ni mon partenaire. Au-delà de ça, il faut des commerciaux pour aller vendre des solutions. C'est pas forcément non plus notre formation initiale. Donc, il fallait forcément qu'on s'entoure de plusieurs personnes. Donc, très vite, dans notre business plan qu'on a défini quelques semaines après avoir eu l'idée et la volonté de se lancer, très vite dans ce business plan était prévue déjà une masse salariale assez importante dans les premières années de vie de l'entreprise. Alors justement, là tu parlais justement de la constitution du business plan, mais revenons à ton idée. Comment ton idée a émergé? Est-ce que tu peux aussi nous la pitcher? Oui, je vais reprendre à la genèse et après je vais pitcher Libero ce qu'on fait. Étant passé par des services hospitaliers et du domicile, comme vous pouvez le penser, j'ai pu voir différents types de patients, différents types de pathologies, différents types de prise en charge. Qui forcément, la santé, c'est un écosystème, c'est un terrain de jeu, j'ai l'habitude de dire ça, mais c'est un terrain de jeu énorme dans lequel il y a beaucoup d'améliorations à faire, de l'innovation, et pour lesquelles les patients et les professionnels de santé sont très ouverts. Donc, il y a plein de choses à faire. J'avais pensé tout début, j'avais un gros sujet sur les proches de patients étrangers, parce que j'étais dans des services de pointe, à l'Institut Curie, à la PHP, à l'hôpital Saint-Louis, donc en immuno-hémato, tout ce qui est cancer assez rare, donc c'est des patients qui venaient parfois de l'étranger, et du coup d'une famille qui se retrouvait sans rien, parce que c'est des lymphomes donc, qui se déclarent assez rapidement, qui sont assez agressifs. Et du coup, j'avais un vrai sujet de comment on accompagne ces familles qui sont finalement, qui accompagnent un patient quand ils sont sur place. Ça, c'était une première idée. La deuxième idée, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, mais qui est moins notre cœur de métier, c'est soigner les soignants. Soigner les soignants, c'est tout simplement... Eh bien, pour bien prendre en charge quelqu'un, il faut d'abord être bien dans sa tête et bien dans son corps. Et aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, on voit bien que c'est un réel sujet. Et je voyais déjà, moi, dans mes propres activités, les propres services dans lesquels j'étais. Et donc, soigner les soignants, c'était une autre thématique que je voulais développer, mais qui, je suis contente, on peut l'adresser aujourd'hui avec notre activité, qui est du coup in fine. La troisième idée à laquelle j'avais pensé, c'était comment on facilite l'organisation des retours à domicile, donc le lien entre la ville et l'hôpital. À l'époque, en 2015, quand j'ai eu l'idée de Libero, il y avait des solutions qui se développaient beaucoup sur la prise de rendez-vous en cabinet, donc c'était très ciblé médecin. Mais très peu de choses étaient vraiment ciblées pour les paramédicaux, ce qu'on appelle paramédicaux. Tu fais allusion à une plateforme qu'on connaît tous par cœur maintenant pour prendre nos rendez-vous médicaux. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et à l'époque, il y avait du coup un autre concurrent qui s'appelait Mon Docteur ou Mes Docteurs, je ne sais plus, mais qu'ils ont acheté d'ailleurs pour faire une plus grosse entreprise, une plus grosse équipe. Et en fait, c'était très bien, je trouvais ça justement, cette évolution de innovation organisationnelle qui était très bien.
Le seul point, c'est qu'effectivement, ça touchait encore le sujet médical et le sujet du paramédical qui se déplace n'était pas forcément pris en compte dans cet outil. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Donc, j'ai fait le choix de partir sur cette troisième thématique qui est du coup l'organisation des soins à domicile. Donc, pas les patients étrangers, pas le soigner les soignants, parce que c'était un enjeu qui n'était pas encore évident en 2015. Mais par contre, l'aspect organisationnel, fluidifier les parcours de soins et tout ça. Donc, on est parti de ce constat-là. Donc, fin 2015, j'ai signé, j'ai déposé les statuts. C'est très facile à faire, hein, c'est pas le plus dur. Après, le gros challenge est arrivé juste après. Du coup. Alors oui, alors justement, quand vous avez déposé les statuts, donc là, vous avez dit, on va lancer une plateforme. Allez, on va le faire simple, hein, qui va être un peu, alors tu vas me corriger, tu vas le repréciser, le Doctolib du paramédical. Donc volontairement, je dis ça pour que tu puisses après l'expliquer, mais voilà, dans l'image, c'est un peu ça. Donc, vous vous êtes dit, à partir de là, ce qu'il nous faut, c'est des gens pour développer techniquement, parce que vous n'aviez pas cette compétence technique. Et puis, deuxièmement, des gens qui vont faire connaître. Et troisième question qui vient évidemment, parce que sur Doctolib, puisqu'on l'a cité, on sait que ce sont des professionnels de santé qui payent pour figurer, et puis après, c'est la nécessité parce qu'il faut être présent et les patients ne payent pas. Et le modèle économique, parce que dès lors qu'on parle d'entreprise, il y a un modèle économique, il est basé sur cet item. Alors, est-ce que tu peux nous préciser, toi, justement, comment tu as fait, ce que tu voulais faire quand tu t'es lancé? Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est faire payer les professionnels? Je crois savoir que c'était l'idée de départ. Oui. Et voilà, le modèle, tu parles de business plan, donc c'était quoi le modèle, les besoins que tu pouvais avoir financiers, et puis les rentrées d'argent que tu estimais? Oui, alors il y a deux éléments dans ta question. Le premier, c'est effectivement, concrètement, c'était quoi notre projet, le modèle économique derrière, comment on allait identifier, gagner de l'argent, et aussi quels ont été nos besoins pour lancer officiellement du coup cette solution. Donc, ce qu'on avait imaginé à la base, donc comme vous le pensez, comme je le dis, ça a changé depuis. Ce qu'on avait imaginé et ce qu'on a quand même lancé en 2017, après une année de POC, donc de Proof of Concept, avec un premier produit, c'était effectivement dans le sillon de Doctolib et de mon docteur ou mes docteurs, encore une fois, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était de dire on va proposer une alternative à je prends un rendez-vous dans un cabinet pour justement que les soins à domicile, en disant je suis un patient, j'ai besoin de soins à domicile post-hospitalisation ou post-consultation médicale, je vais faire appel à un professionnel de santé qui exerce à domicile, donc qui se mobilise à domicile. Et de ce constat, forcément, le modèle économique était assez identique, c'est-à-dire un professionnel de santé va payer pour être inscrit et pour utiliser l'outil Libero Pro, qui est du coup l'interface pour les professionnels de santé. Et de fait, on a du coup développé donc l'application mobile, le modèle économique autour de ce business-là, qu'on a lancé effectivement officiellement en 2015. Là, je m'arrête là par rapport à ce modèle économique qui était, on faisait payer des professionnels de santé dans un premier temps, pour lancer Libero. Pour aller chercher du financement, si je reviens un petit peu du coup en amont, donc fin 2015, j'ai posé les statuts, j'avais du coup défini mon projet, j'avais fait quelques premiers startup week-ends comme il se doit, et on avait déjà rencontré un panel d'acteurs dans la santé grâce à tout ce qui est les mouvements, que ce soit Medicine, Cap Digital, d'autres associations et de réseaux de santé, enfin de réseau entrepreneurial et réseau startup santé, ce qui m'a permis de rencontrer mes premiers business angels et de pouvoir leur pitcher Libero, parce que j'avais pas encore de produit, parce que j'avais pas encore de tech, j'avais pas encore embauché. Et donc du coup, tu avais l'idée et quelques slides en gros. C'est ça, j'avais l'idée, quelques slides, et mon associé, partenaire, qui était avec moi, où on a présenté notre projet, notre idée, notre vision de comment on voulait faciliter notamment l'organisation des retours à domicile grâce à un abonnement par les professionnels de santé à Libero, qui était encore une fois initialement ce qu'on fait, ce qui n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui.
Donc, de fait, on est allé voir différents business angels, on nous a mis en relation. Encore une fois, c'est de la chance, mais aussi ça se provoque. On a passé notre temps à aller voir des gens pitcher libéraux. Les gens au début ne comprenaient pas la différence avec les autres acteurs, mais du coup, on a remodulé, repackagé, remarketé. Enfin, bref. Voilà, c'est du test and learn permanent, et encore aujourd'hui, hein, on est d'accord. Et donc, on est allé voir les premiers business angels, on leur a présenté Libero sur des slides. Ils ont cru au projet. On a levé du coup 100 000 € la première année en 2016, donc sans produit. Ce qui nous a permis d'embaucher de faire appel à un freelance, un premier freelance qui nous a développé un développeur, un tech, qui nous a développé la version du produit. On est allé le tester directement auprès d'une clinique avec des professionnels de santé autour, ce qui nous a permis justement d'avoir des feedbacks de la part de différents interlocuteurs. Donc, ça veut dire que parallèlement à cela, vous aviez aussi recruté des professionnels de santé qui allaient s'inscrire sur la plateforme, puisque l'outil en tant que tel, s'il était vide de professionnels de santé, il n'avait pas un intérêt. Il fallait faire venir des professionnels de santé pour que la plateforme fonctionne. Donc, vous étiez allé démarcher aussi. Oui, dans le cadre de notre projet pilote, effectivement, avec une clinique, donc c'était en 2016, on est allé chercher un à un des professionnels de santé pour s'inscrire en tant que bêta-testeur à notre utilisation, ce qui nous a permis de récolter un maximum d'infos sur le produit, la proposition de valeur, quel prix ils étaient prêts à mettre dans cet outil. Donc voilà, on a pris un modèle de POC, du projet pilote, qu'on a appliqué. Avec un peu de recul, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, qu'on aurait pu pousser justement le test du modèle économique, parce que quand on est bêta-testeur et qu'on ne paye pas, c'est pas la même chose après que quand on devient client et qu'on paye. Et de fait, après, à ce moment-là, en fin 2016, début 2017, on embauche notre première équipe tech, qui justement a développé un super outil destiné justement à la mise en relation entre des patients et des professionnels de santé pour des soins à domicile. Et on a lancé officiellement l'activité de Libero en mai 2017. Donc le Startup Weekend dont tu m'as parlé, qui t'a permis de rencontrer les personnes tech qui ont vraiment bâti la plateforme, c'était quand? C'était en 2017. Oui, non, c'était même avant le dépôt des statuts. Donc, c'était vraiment fin 2015, lorsque... octobre 2015, je me suis arrêtée, j'ai posé ma démission parce qu'il fallait que je me concentre du coup à 100% dans le projet. Je m'étais donné un challenge donc de le créer et de le mettre en place. Et fin 2015, du coup, juste après, en novembre ou en décembre, on a fait un premier Startup Weekend avec mon associé. On a rencontré effectivement plusieurs personnes, dont une personne qui nous a rejoint quelques mois après, qui a quitté son job pour nous rejoindre. Donc ça, c'était vraiment une super expérience, une grande fierté aussi. Et en fait, l'année 2016 nous a permis de prendre le temps de bien développer justement notre business plan et le premier produit. Et justement, cette personne-là qu'on avait rencontrée un an avant nous a rejoint effectivement un an après le Startup Weekend pour mener à bien l'équipe produit et technique. Ok, alors du coup, voilà, vous avez lancé le premier projet, et ensuite ça a été quoi? Vous vous êtes dit, il faut qu'on modifie les choses, on va passer dans une phase beaucoup plus industrielle, on va revoir qu'est-ce qui s'est passé après ce test avec l'hôpital là. Du coup, effectivement, après le test, on a développé de manière beaucoup plus forte les fonctionnalités de notre application. On a consolidé l'aspect tech. J'ai aussi identifié des profils marketing pour pouvoir lancer officiellement, donc d'un point de vue réseaux sociaux et communication, l'application et le site grand public libero.fr. Et donc ça, en mai-juin 2017. Et en parallèle, on avait eu l'opportunité de rencontrer différents autres acteurs financiers après avoir montré justement cette fameuse phase pilote, en disant on sait qu'on peut le déployer sur toute la France, on sait qu'on peut le faire, on a défini l'équipe qu'il nous faut pour pouvoir le faire, les commerciaux, la tech, le market, les projets, opérations. Il nous faut des sous, quoi.
Et donc là, on a eu l'occasion de pouvoir rencontrer encore une fois une question de rencontre, tout ce qui est prestataire de soins à domicile, donc des acteurs qui sont sur la santé à domicile, qui font partie du giron d'Air Liquide, donc dans le groupe Air Liquide. Et en fait, en rencontrant Air Liquide, ils ont un fonds corporate venture chez Air Liquide. Et du coup, ils ont souhaité investir dans la société. Et donc, en fait, au lancement de Libéraux, au lancement officiel de Libéraux l'été 2017, on a fait une levée de fonds de 1,1 million d'euros. Pareil, sur au final, un projet pilote, on ne faisait pas encore de chiffre d'affaires à ce moment-là. Et de fait, ça nous a permis de booster les embauches de commerciaux, tech, encore une fois, équipe projet, pour justement aller chercher des professionnels de santé, infirmiers, kinés, sages-femmes, pour s'inscrire sur Libéraux Pro. Et comme tu as raison, bien sûr, en toute bonne entreprise qui se respecte, après quelques mois de lancement, on a vu nos premiers clients payer du coup un abonnement, des premiers clients qui s'abonnaient au niveau un abonnement annuel, un abonnement mensuel, des premiers utilisateurs patients partout en France. On a tout de suite été au niveau national. On s'est rendu compte peut-être 4-5 mois après, enfin on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, que les professionnels de santé qui étaient inscrits chez Libéraux, ils nous demandaient finalement combien de patients on allait leur apporter par mois. Et il faut savoir que dans la genèse et dans la vision que l'on avait de Libéraux, c'était de faciliter l'accès aux soins partout et pour tous. Et quand un professionnel de santé nous demande, bah oui, mais combien de patients vous avez? Nous, au final, on peut avoir une estimation, mais on n'est pas sûr du mensuel exact qu'on va leur apporter. On s'est rendu compte que c'était un lien avec les professionnels de santé qu'on ne voulait pas du tout. Donc, du coup, effectivement, de remettre en question ce modèle économique à la plateforme, au sujet de plateforme. On ne voulait pas être une simple plateforme de mise en relation. Oui, mais eux payaient, ils voulaient avoir leur retour sur investissement, c'était ça. Et d'ailleurs, c'était par rapport à la question que je t'avais posée quand on préparait, c'est-à-dire on peut se dire, ils ont déjà pas mal de monde, quel était leur intérêt à venir sur une plateforme? Et là, tu peux me rappeler, donc l'organisation, tu m'as bien expliqué comment ça se passait avec les chroniques et les patients qui avaient de façon récurrente. Est-ce que tu peux nous partager? Il faut savoir effectivement que l'intérêt pour un professionnel de santé, quel qu'il soit, de s'inscrire dans une communauté pour être visible, soit de patients, soit de projets innovants, quel qu'il soit. L'intérêt pour eux, c'est de pouvoir, d'une part, renouveler leur patientèle, parce que même un infirmier libéral, on a l'impression qu'il est full et qu'il n'a pas de dispo. Il faut savoir qu'il a une patientèle chronique, donc de patients atteints de maladies chroniques ou de personnes âgées, par exemple. Et il a une patientèle qu'on appelle aiguë. C'est à peu près 60-40, 60% de chronique, 40% d'aigu. Et pour avoir finalement une activité qui soit tout le temps la même, il faut que sa patientèle aiguë, donc quand je dis aiguë, ça peut être des pansements ponctuels, des injections ponctuelles, des prises de sang ponctuelles, et bien celle-ci, il faut qu'elle soit qu'il soit visible de cette nouvelle patientèle, parce que c'est toujours des nouveaux patients. Et dans la patientèle chronique, il faut savoir qu'il y a des patients qui décèdent également. Donc, à un moment donné, il faut aussi, se renouveler sa patientèle. Et ça, je pense que depuis, effectivement, les professionnels de santé... On a un problème de son, Florence, là, je ne t'entends plus. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, oui. Il faut savoir que depuis 5 ans, les professionnels de santé, un médecin, kiné, infirmier, sage-femme et autres, ils savent qu'ils ont un vrai enjeu de concurrence et aussi de bonne visibilité de leur offre de soins pour pouvoir justement avoir des nouveaux patients ou des patients qui correspondent à leur spécialité. Et de fait, ça, c'est un point qui reste tout de même très important pour tout professionnel de santé, même s'ils sont sous l'eau et qu'actuellement, eh bien, peut-être que dans un mois, ils vont perdre 10 patients en même temps parce que, comme je vous dis, décès ou changement de ville ou tout simplement, c'était beaucoup de patients aigus le mois d'avant et moins de patients aigus ce mois-ci. Donc, ils ont un intérêt très fort d'avoir une continuité dans leur visibilité. Donc ça, ce n'était pas un sujet en soi de savoir qu'est-ce qu'était la proposition de valeur. Le vrai sujet qu'on avait, nous, derrière, nous, on leur apportait des patients, ce n'était pas ça vraiment le problème. C'était de se dire, il faut qu'on ait un engagement de patients à leur envoyer. Et en fait, dans l'ADN de Libéraux, ce n'était pas du tout ça qu'on voulait. Ce n'était pas de devenir une bourse à soins. Nous, notre ADN, c'était vraiment de faciliter le lien entre un
patient ou une personne qui a besoin d'un soin avec un professionnel de santé qui se mobilise vers lui pour lui donner le soin. Et de cette réflexion, donc 5 mois, 5-6 mois après le lancement officiel de Libéraux, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on veut être et qu'est-ce qu'on ne veut pas être? Et on savait ce qu'on ne voulait pas être. Et ce qu'on voulait être, c'est encore une fois répondre à notre mission de faciliter l'accès aux soins partout et pour tous. Donc concrètement, on a pris un peu de temps. C'est qu'on était plutôt tous d'accord, ce qui n'est pas forcément commun dans toutes les entreprises. Et on s'est dit, OK, pour nous, les professionnels de santé, c'est un atout, c'est un de nos assets qui nous permet de travailler au quotidien, de travailler pour le compte d'un hôpital ou pour le compte d'autres acteurs. Et c'est pour ça qu'on a changé de modèle économique 5 mois après le lancement et 5 mois après la levée de fonds. Et alors le modèle, quel est-il? Et quel est-il? Et du coup, après avoir travaillé avec toute l'équipe et avoir identifié finalement notre proposition de valeur, eh bien finalement, au lieu de faire payer les professionnels de santé pour être inscrits à notre communauté, on a arrêté de faire payer les pros. Donc, Libéraux Pro, l'inscription à Libéraux Pro est devenue gratuite pour les professionnels de santé, avec à chaque fois tout de même une vérification de l'inscription des professionnels de santé. Donc ça, c'est un point d'ordre qu'on se met, parce que si on a une communauté de pros, il faut qu'elle soit qualifiée, il faut qu'elle soit adaptée, tout simplement pour sécuriser la prise en charge des patients et pour ne pas envoyer n'importe un lieu de soins. Et de fait, notre modèle économique qui était avant ce qu'on appelle en B2 Pro chez nous, parce que les pros, c'est des professionnels de santé, aujourd'hui, elle est en B2B. Et le B2B, on a 4 types de B2B. Premier B client, ce sont les hôpitaux que l'on accompagne tant pour organiser les retours à domicile des patients que pour les aider à renforcer leurs équipes en interne de soignants. Donc ça veut dire qu'ils payent un abonnement à la plateforme pour que vous trouviez les professionnels, c'est ça? Alors, il faut oublier le mot plateforme. Parce qu'en fait, du coup, Libéraux n'est plus du tout, depuis 2018, n'est plus du tout une plateforme. Libéraux, quand vous voyez le site libéraux.fr, vous voyez un site web sur lequel vous pouvez, en tant que patient, trouver un professionnel de santé. Mais ça, c'est le site grand public que nous avons décidé de garder parce que c'était dans nos valeurs de faciliter, encore une fois, l'accès aux soins des patients. Mais notre modèle économique ne repose pas du tout sur la mise en relation entre un patient et un professionnel de santé. Donc, en fait, concrètement, aujourd'hui, comment on définit Libéraux? On est une société en e-santé qui effectue des prestations de services pour mobiliser des professionnels de santé, infirmiers, kinés, sages-femmes, sur un lieu donné. Donc, ça peut être au domicile d'un patient, en post-hospitalisation, ça peut être en entreprise pour faire des actions de prévention, ou ça peut être dans le cadre d'essais cliniques, par exemple, avec des labos pharma. Et donc, aujourd'hui, nos clients, ce sont effectivement les hôpitaux, les entreprises et les industriels pharmaceutiques. D'accord. Et les hôpitaux veulent en fait une organisation optimale du retour à domicile pour éviter des complications et de nouvelles hospitalisations post-première hospitalisation, c'est ça? Oui, en fait, pour nos clients du coup actuels, depuis ce changement de modèle économique en 2018, fin 2018, c'est effectivement la proposition de valeur, c'est grâce à Libéraux, vous êtes assuré d'une intervention sécurisée d'un professionnel de santé sur un site donné. Et notamment, si on prend le sujet des hôpitaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, les hôpitaux, ils ont un manque de ressources important en interne. Donc, quand ils doivent faire sortir des patients de manière fréquente et intense tous les jours, eh bien, il y a un moment donné où l'assistante sociale, toute seule, elle ne peut pas tout gérer. Donc, ils ont besoin de sécuriser ces fameuses sorties. Et en faisant appel à nous, et notamment on a la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires et clients comme tous les hôpitaux de la PHP et notamment le CHU de Nantes également et d'autres à venir, eh bien l'objectif pour ces hôpitaux de faire appel à nous, c'est de pouvoir se sécuriser la sortie des patients et du coup libérer des lits pour accueillir de nouveaux patients.
Ok. Et donc, alors comment on vit cette évolution en interne, puisque ça veut dire que ce sont des nouvelles compétences qu'il faut recruter. Là, les commerciaux, ce sont ceux qui vont, j'imagine, contacter les grands labos, les Exactement. hôpitaux. Comment on fait en si peu de temps ce virage avec des gens qui doivent recruter les professionnels de santé, d'autres des patients, d'autres du B2B, parce que c'est pas du tout la même organisation ni les mêmes compétences. Exactement. Alors, on a eu la chance d'avoir quand même un socle fort qui est du coup la tech, qui est quand même quelque chose qu'on n'a pas non plus, on a fait évoluer tous nos produits, mais dès le départ, on avait envisagé nos produits autour d'une API. Donc, c'est un système qui permet justement que les produits se connectent entre eux. Donc, d'un point de vue infrastructure, on a dû forcément faire des évolutions techniques, mais c'est pas ça qui nous a pris finalement le plus de temps ou d'importance. Ce qui était très important, c'est l'alignement de l'équipe. Et comme je disais tout à l'heure, on a eu aussi beaucoup de chance que l'équipe comprenne tout à fait que finalement notre valeur et notre proposition de valeur, c'était pas juste la mise en relation entre un patient et un professionnel de santé pour des soins à domicile, ce qui est déjà une proposition de valeur forte, mais qui n'est pas notre métier et notre ADN chez Libero, c'est d'aller vraiment beaucoup plus loin. Et de fait, lorsqu'on a expliqué justement qu'on partait sur toute autre chose, on a proposé différentes choses. On a dit aux commerciaux actuels s'ils voulaient rester. Certains sont restés, d'autres sont partis. Mais au final, tout le monde a compris ce revirement, ce changement de modèle économique, ce pivot, ce qu'on appelle comme pivot, pour justement faire en sorte qu'on mène la société vers quelque chose de plus grand, plutôt que justement une simple, même si c'est déjà très bien, mais une simple plateforme de mise en relation. Donc, ça a été beaucoup de travail avec l'équipe, beaucoup de transparence aussi avec l'équipe, beaucoup de sueur froide de savoir est-ce que ces acteurs B2B allaient être vraiment à l'écoute et comprendre notre revirement de situation. Parce qu'après, quand on a commencé à aller voir les hôpitaux et les labos, ils nous ont dit mais pourquoi on devrait payer? Parce que c'est les professionnels de santé qui payent. Et donc, on a dû expliquer qu'on avait changé de modèle économique. Voilà. Donc, ça a dû, comme ça paraît facile, mais non, ça a été beaucoup de challenges, beaucoup de remises en question. Parce que quand on pivote, il faut être sûr de soi et il faut y aller à fond. Et du coup, on a eu de la chance, après, donc début 2019, de signer des premiers partenariats et contrats avec des labos pharma. Ce qui nous a permis du coup d'avoir un pied dans cet écosystème de labos et du coup de pouvoir mener des premiers projets qui, dans ce cas-là, faisait en sorte de mobiliser des infirmiers au domicile de patients pour faire des entretiens patients. Je n'ai plus de son là. Oui, j'arrête. Ça fonctionne. Oui, alors donc, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 25 collaborateurs, Liberos? Ouais. On dit libéraux, on ne prononce pas le S. En fait, libéraux, c'est l'acronyme. C'est les héros, ce sont les héros du quotidien, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, avec des professionnels de santé libéraux A8, eh bien, on avait trouvé au tout début de Libéraux un jeu de mots avec la notion de héros, qui, encore une fois, parce que c'est un de nos atouts, la communauté de professionnels de santé. Et donc, c'est pour ça qu'on ne prononce pas le S. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est ça, c'est 25 collaborateurs. Et comment sont-ils répartis à peu près dans les compétences? On est plutôt sur du tech, du commerciaux, des gens qui sont en relation avec le réseau, parce qu'il faut quand même alimenter et avoir des professionnels de santé pour pouvoir dispenser le service. Oui. Et du coup, depuis le lancement de Libéraux, on a forcément automatisé. Donc ça, on a quand même des outils qui nous permettent et de la visibilité et notoriété maintenant auprès des professionnels de santé, notamment infirmiers, kinés, sages-femmes, encore une fois, pour être effectivement un réflexe pour eux pour s'inscrire. Puisque l'inscription est gratuite pour eux, en toute transparence, on a mis forcément des ressources pour aller se rendre visible auprès de cette population. Mais l'idée n'est pas non plus de dédier des commerciaux pour aller chercher des professionnels de santé en interne. Donc, on a un directeur technique, un chef de produit, un UX designer, une équipe de dev,
une équipe projet qui est pilotée par une directrice des opérations qui pilote tous les projets santé, donc que ce soit en interne ou en externe avec les clients, qui est composée de coordinateurs de soins, de professions de connaissance de la santé. Donc, on a des professionnels de santé en interne et des chefs de projet qui sont dédiés au projet santé. Donc, ça, c'est l'équipe opération. Donc, équipe technique, équipe opération, équipe commerciale qui est pilotée par une directrice commerciale. Et ensuite, une équipe aussi marketing et communication pour rendre visibles nos activités et notre métier. Alors, ok, aujourd'hui, merci. Et toi, justement, tu te consacres à quoi, toi, en tant que dirigeante? Parce que c'est aussi parfois la question qu'on nous pose et qu'on se pose dans les milieux entrepreneurs quand on commence. Est-ce qu'on prend du recul? Est-ce qu'on est dans l'opérationnel? Est-ce que ton associé et toi, vous êtes partie prenante dans le développement? Est-ce que vous êtes plutôt sur les RP? Comment vous arrivez à vous positionner maintenant avec cette équipe qui grossit? Alors effectivement, pour être tout à fait transparente, donc moi je suis la présidente de la société et mon associé est directeur général. Donc c'est lui qui pilote d'un point de vue opérationnel et stratégique du coup l'entreprise. Tout simplement, on a fait cette décision parce que tout simplement comme je vous disais tout à l'heure, par l'expertise qu'il avait lui de sa formation et de son expérience professionnelle. Et moi, je me consacre beaucoup plus à tout ce qui va être validation des contenus en termes de qualité, donc ça c'est en interne et en externe, représentation en termes de tout ce qui est relations presse et relations publiques, tout ce qui va être communication et marketing, donc du coup c'est plutôt mon volet à moi de ce côté-là. Et bien sûr, après, c'est définition de la stratégie avec, avec les managers, donc identifier concrètement où on en sera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ok, merci. Alors, ce que tu me disais aussi, parce que là, c'est toujours la jolie histoire, tout progresse. Tu m'expliquais qu'en fait, que ça n'avait pas été si simple parce que la crise du Covid, la crise sanitaire avait fait en sorte que Libero avait beaucoup travaillé, avait eu un chiffre d'affaires très conséquent et qu'après, il avait fallu justement vivre cette post-crise sanitaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement, la crise sanitaire, comme tout acteur dans la santé, il y a quelqu'un qui mentionnait qu'il était chez CARE tout à l'heure, mais forcément, tout acteur qui travaille dans la santé pendant la crise sanitaire, ça a été forcément un bond d'activité. C'était le sujet qui était dans toutes les bouches, c'était la santé, les professionnels de santé. Donc nous avons été sollicités par différents types de structures. On a accompagné des aéroports, des entreprises, des hôpitaux. Comme je vous ai dit, en fait, on a eu de la chance d'accompagner, on a de la chance d'accompagner des structures comme les hôpitaux de la PHP ou d'autres CHU. Et on a accompagné plus de 150 entreprises pour la mise en place de campagnes de vaccination, de dépistage, mais pas que sur le Covid, aussi sur la grippe, sur d'autres maladies chroniques ou sur d'autres actions de prévention. Et on a accompagné des labos pharma dans le cadre de suivi de patients atteints de maladies chroniques, soit dans le cadre de la crise sanitaire parce que c'était des patients qui étaient isolés, soit tout simplement parce qu'en fait, les labos pharma, ils devaient continuer à travailler sur leur recherche et développement pour... Ah, vous m'entendez? Là, parfois, il y a un arrêt sur image. Là, on ne t'entend plus. Ah, pour moi, je vous entends très bien. C'est bon, ça reprend là. Voilà. D'accord, ok. Donc, effectivement, on a eu ce boost d'activité très fort. On a fait x10 en chiffre d'affaires. Donc, c'est effectivement très important pour une entreprise. Et à la fois, c'est important aussi de prévoir l'avenir. Donc, on ne s'y attendait pas. Et en même temps, forcément, on était très contents d'avoir. Ça a été aussi une énorme restructuration en interne, une énorme structuration, pas restructuration, mais une bonne structuration en interne des équipes pour justement optimiser le temps passé sur des projets, développer les bons outils en interne pour piloter les projets, et puis surtout d'avoir des bons process entre sales, opérations et market. Et effectivement, même en 2021,
l'idée, c'était de se dire, OK, ben, on a eu une grosse année 2020, début 2021. Concrètement, comment ça va se passer dans les prochains mois? Parce que le but, on est tous conscients, c'est pas d'avoir du Covid ad vitam aeternam, hein, même pour nous. Donc, c'est de se dire, voilà, sur finalement, les pieds qu'on a pu avoir dans les entreprises clientes ou avec les labos pharma ou avec les hôpitaux, comment on peut s'appuyer sur ça et sur notre proposition de valeur qu'on a faite pour la pérenniser dans le temps. Et donc ça a été beaucoup de travail de toute l'équipe pour justement faire en sorte que notre métier, qui est mobiliser un professionnel de santé sur un lieu donné pour répondre à des besoins de différents acteurs, eh bien, il soit reconnu au-delà du Covid. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement beaucoup travaillé, défini des use cases, des offres, les sorties d'hospitalisation bien au-delà aussi forcément du Covid, et puis tous les sujets autour des labos pharma qui étaient déjà d'ores et déjà hors Covid. Très bien, mais écoute, en tout cas, merci, bravo. Et puis on arrive à la fin de cette interview, et j'aimerais bien que si vous avez des questions, vous les posiez ou dans le chat ou en levant la main, en prenant la parole. Moi, je vais terminer avec 2 questions que je pose toujours. Florence, alors, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu aurais fait un peu différemment si tu avais su depuis le lancement? Je pense que j'aurais lancé beaucoup plus vite mon produit. Donc, en fait, on a fait une phase pilote qui était assez longue. Et après, on a voulu vraiment être perfectionniste sur le produit. C'est un peu notre ADN chez Libero, on est très professionnel et on est très perfectionniste. Mais parfois, on l'a été, je pense, un peu trop en tout début de lancement de Libero. Je pense qu'il aurait fallu qu'on lance le produit beaucoup plus rapidement pour justement avoir cette réflexion de modèle économique beaucoup plus tôt. Donc, du coup, de pouvoir se lancer beaucoup plus rapidement sur un modèle B2B. Mais encore une fois, c'est toujours facile à dire quand on a donc quelques années de recul. Et puis effectivement, je pense que c'est surtout ça. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de gros problèmes de recrutement ni de sujets au niveau RH. Par contre, effectivement, avec un peu de recul, je pense que c'est important toujours de garder du temps pour soi, pour step up, pour prendre un peu de temps de réflexion dans l'écosystème, de savoir comment on se positionne, comment l'écosystème évolue, et surtout d'échanger avec des gens et d'autres entrepreneurs. Il y a un moment donné où quand on est trop dans l'opérationnel, on se dit qu'on n'a pas le temps d'aller à un apéro, à un déjeuner. Et en fait, c'est là où on fait du business, c'est là où les gens nous connaissent. Et clairement, malheureusement, l'être humain est ainsi fait. Il n'y a pas mieux qu'une discussion en one-one plutôt que par des mails ou des calls froids. Voilà. Si je devais refaire. Les rencontres, le réseau, donc ça c'est aussi la raison pour laquelle on organise ces midis entrepreneurs, pour que les gens puissent prendre contact, échanger entre eux, partager leurs idées et puis avec la confrontation d'idées puissent prendre des conseils, échanger, réfléchir. Et enfin une autre question, de quoi es-tu la plus fière? De quoi je suis la plus fière, c'est effectivement, en fait, l'aventure entrepreneuriale, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé quand je me suis lancée. J'ai toujours voulu être infirmière, donc, enfin, en tout cas, j'ai toujours voulu travailler dans la santé. Je voulais soigner les patients atteints du sida, enfin les enfants atteints du sida quand j'étais petite. Donc j'ai toujours voulu être dans la santé. C'était quand même un peu un échec pour moi de ne pas réussir à m'épanouir autant que je voulais dans le métier d'infirmière, parce qu'au final, il y avait, comme je disais, il y avait beaucoup de... C'était pas facile, c'était pas forcément toujours gai, et du coup, c'est là où j'ai voulu me dire de créer quelque chose de positif. Pour moi, c'était plus un challenge qu'une réussite dans un premier temps, parce qu'il fallait d'abord le faire. Et du coup, ce pourquoi je suis le plus fière, c'est que j'arrive tout de même, et on arrive grâce à toute l'équipe, à accompagner des patients, même à distance, même derrière nos ordi. Je sais que ça fait un peu bizarre, mais on arrive tout de même au quotidien, grâce à nos... Ah, on ne t'entend plus. Grâce à ces outils, tu m'entends? Oui, c'est bon. Ouais. Grâce à ces outils, grâce à ce réseau de professionnels de santé, en fait, on arrive à apporter le soin
plus rapidement qu'avant que si les libéraux n'existaient pas, plus massivement qu'avant, et aussi surtout de valoriser la place des infirmiers dans l'écosystème. Et ça, je suis très fière de ces 2 points-là. Et tout ça avec une équipe, bien sûr, parce qu'on ne peut jamais faire les choses tous seuls. Eh ben, écoute, En tout cas, à ce stade d'entreprise. C'est certain. Et bravo. Alors, juste ici, avant de prendre des questions, et c'est quoi la suite pour Libéraux? Et c'est quoi la suite? La suite de Libéraux, c'est il y a plein de choses, plein de choses. La première, c'est sûrement une étape de financement qui va être importante pour le développement de Libéraux, parce qu'on a tous besoin d'un moment donné d'un booster pour pouvoir accélérer. Donc, comme j'avais dit, on a fait une levée de fonds en 2017. Donc là, il y a un peu temps d'aller chercher un peu plus de fonds pour aller encore accélérer notre déploiement de ce qu'on veut faire, notre mission. Il y a les JO aussi, 2024. On serait ravis de pouvoir y participer à notre mesure. On verra un peu ce qu'on pourrait faire, mais ça pourrait être intéressant, un petit challenge. Et puis, tout simplement, développer la croissance, surtout en France aujourd'hui, et pourquoi pas dans un autre pays dans quelques années. Écoute, c'est tout je vais pas dire c'est tout le mal, c'est tout le bien, c'est tout le bien qu'on te souhaite, et ainsi qu'à... Ah, on ne t'entend plus. J'ai pas parlé. Ah, parce que tu envoyais alors il va y avoir un décalage, envoyait ta bouche, on n'avait pas notion. Donc oui, je disais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bravo en tout cas pour cette réussite et pour la poursuite de cette belle aventure. Alors on va prendre quelques questions. Là, je vois justement qui a mentionné: si on veut entreprendre dans la santé sans être médecin ou professionnel de santé, quels conseils vous donnez pour nous entourer de ces professionnels de santé qui veulent aussi entreprendre ou au moins être intéressés pour nous donner des feedbacks sur nos idées? Ah. En fait, il faut y aller un peu au culot, je pense, tout simplement parce que c'est des professionnels qui n'ont pas forcément toujours le temps. Donc en fait, mais par contre, ils sont toujours très ouverts à ce qui va être intéressant pour eux. Il n'existe pas, à ma connaissance, un groupe ou un réseau d'entrepreneurs médecins ou professionnels de santé. Par contre, comment dire? Par contre, dans la presse, ce qui est intéressant de voir, c'est les professionnels de santé qui s'expriment ou qui sont invités à s'exprimer sur des maladies ou sur des typologies. Et ça, c'est On t'entend mal, la Florence. Professeur, mais aussi. Oui, Florence, est-ce que tu peux reprendre? Parce que là, ça a été interrompu. Non, je disais qu'il y a des professionnels de santé qui soient professeurs ou docteurs ou même autres qui s'expriment dans les médias ou dans des articles. Et ça, il suffit en fonction de la spécialité dans laquelle la personne veut déployer son entreprise. Après, il faut soit aller fouiller sur LinkedIn, aller voir les signatures de mails des CHU et aller un peu au ou à se faire des événements de santé. En plus, ils sont tous repris, donc ça c'est chouette. À des événements de santé, écouter les médecins et les professionnels parler de leur projet ou de ce qu'ils souhaiteraient mettre en place, et ensuite d'aller leur pitcher, en fait, d'attendre qu'ils arrêtent de parler pour aller pitcher. Et sinon, un conseil que vous donnez pour nous entourer de ces professionnels de santé qui veulent On n'a plus de son, Florence. Florence, problème technique, on ne t'entend plus, tu es en arrêt sur image. Pour nous donner des feedbacks. Alors, j'ai pas de mais je sais pas, là, vous m'entendez? Oui, mais là, on t'a perdu pendant au moins 50 secondes. D'accord. Je ne sais pas si les autres m'entendent, mais en tout cas, moi, j'ai plein de réseaux, donc
Alors, En tout cas, ce que je disais, c'est que effectivement, il ne faut pas hésiter à aller surtout identifier des médecins ou des professionnels de santé qui prennent la parole soit à l'écrit ou soit à l'oral lors de conférences ou lors d'événements. Et c'est eux qui vont être les plus forts ambassadeurs et qui vont mettre en relation leur réseau qu'ils ont, parce que ces professionnels de santé ont forcément un réseau et vont pouvoir vous mettre en relation. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et surtout, c'est d'alimenter ce réseau et de les tenir informés de l'évolution. Si c'est des gens qui prennent la parole sur des sujets ouverts à la créativité. Voilà. Un conseil de livre qui vous a inspiré. Oui. Un conseil de livre qui m'a inspiré. Alors, au tout début de Libéraux, c'est Business Model Canva. C'est le livre où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est un livre qui est dans tous les Startup Weekends. Mais encore une fois, je ne sais pas, Armelle, à quel niveau vous êtes aussi de bonne connaissance. Ouais, du coup, ça date d'il y a 5 ans déjà. Maintenant, le Business Model Canva, j'ai l'impression d'en avoir fait des tas. Mais je trouve que ça bien. Alors, c'est pas ce que j'utilise tous les jours, mais en tout cas, ça permet de bien structurer les idées et de ne pas oublier quelque chose quand on se lance. Ça, c'est super chouette. Et un autre livre, c'est Leadership. C'est l'entraîneur d'une équipe de foot aux États-Unis, mais que je pourrais poser. C'est très intéressant. C'est comment, en fait, c'est l'aspect plutôt d'un gestion humaine, en fait. Mais encore une fois, je ne sais pas, Armelle, si tu as envie de développer une société avec plusieurs employés ou si c'est plutôt en tant qu'indépendant, donc c'est deux choses différentes. Et puis après, il y a d'autres livres qui sont intéressants, mais c'est plus d'un point de vue personnel. C'est-à-dire, c'est le sujet de quand on entreprend, on est hyper connecté, on est toujours tant sur son travail que sur l'actualité. Et c'est aussi de savoir se déconnecter. Mais bon, ça, il y a plein de livres qui existent, donc j'en ai pas un en particulier. Donc ça, c'est intéressant. Et Simon Sinek, ou Simon Sinek, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, c'est un Simon Sinek, ouais, c'est un des TEDx, anciennement TEDx, qui sont très intéressants. Donc Simon Sinek, c'est très bien aussi. Vos interlocuteurs en entreprise sont plutôt les SST ou les RH? Vous vous considérez comme un acteur de la QVCT? Alors oui, on se considère comme un acteur de la QVCT. Même si aujourd'hui, effectivement, dans la loi santé qui est sortie l'année dernière, c'est plutôt la médecine du travail qui est mise en avant. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup tant avec la médecine du travail interentreprise que la médecine du travail autonome, donc au sein des clients que l'on accompagne. Il faut savoir que parmi les plus de 150 à 200 personnes 200 entreprises qu'on accompagne, aujourd'hui, médecine du travail autonome en interne et on accompagne, donc ça c'est plutôt nos interlocuteurs partenaires, mais nos interlocuteurs privilégiés, c'est vraiment les DRH. C'est vraiment ces acteurs-là qu'on souhaite accompagner dans les missions de prévention santé qu'ils mettent en place en entreprise. Et ce sont eux, les DRH, qui ensuite vont dire si oui ou non on doit être en lien direct ou pas avec la médecine du travail pour la prévention santé en entreprise. Donc voilà, donc on fait juste sur la prévention santé, on fait tant des actions de vaccination anti-Covid, anti-grippale, mais aussi tout ce qui va être troubles musculo-squelettiques, stress, maladies cardiovasculaires. Et j'en passe, en fait, toutes les pathologies et actions que peuvent mener les infirmiers, kinés et sages-femmes, notamment aussi cancer du sein, endométriose, pour les collaborateurs des entreprises, quelles qu'elles soient. Et il sera patent d'en créer ce genre de collectif de médecins entrepreneurs. En fait, oui, mais médecins, il faut savoir que tout le monde prêche pour sa chapelle. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure. Alors, si vous créez un collectif de médecins entrepreneurs, je serais très intéressée de pouvoir suivre de près ou de loin la mise en place de ce collectif. Il faut savoir que chaque médecin a aussi l'envie d'avoir sa propre start-up. Ça se fait de plus en plus. Et de partager les innovations. Je ne sais pas s'ils seraient prêts à le faire, mais si quelqu'un d'externe leur propose la mise en place de ce collectif, pourquoi pas? Bon courage. Tu fais partie du collectif Femmes et Santé. Je crois que tu avais été primée d'ailleurs, Femmes et Santé. Exactement, j'ai été élue femme de santé par le collectif Femmes de santé qui existe depuis quelques années.
Alors, c'est un collectif qui a 2 enjeux. Le premier, c'est de développer la place de la femme dans les structures de santé, donc les hôpitaux, les institutionnels en santé, les startups en santé. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, c'est développer, favoriser et faciliter l'accès aux soins aux femmes. Donc, en fait, c'est 2 axes différents. Mais il n'y a pas 500 000 médecins. Il y a des industriels, il y a des startups, il y a des hôpitaux, il y a la DNS, donc tout ce qui est ministère de la Santé. Mais c'est plutôt... c'est pas un collectif d'entrepreneurs, quoi. En tout cas, il y en a des entrepreneurs, mais il n'y a pas que ça, en tout cas. Et moi, je vais poser une autre question qui est dans la foulée. Et est-ce que le développement de libéraux va avoir un lien avec le développement de ce qu'on appelle la silver economy, l'économie du vieillissement? Et là, je prends mon autre casquette pour te poser cette question, parce que je sais que dans les auditeurs, il y a certaines personnes qui travaillent dans cet univers. Oui, alors effectivement, depuis le début de Libéraux, d'ailleurs, on nous a souvent mis un peu la casquette de Silver Eco. Et en toute transparence, pour aussi nous permettre de développer nos autres activités qui sont plutôt des projets santé au sens très large, hein, sur des pathologies chroniques, des pathologies rares, mais tout type de pathologies. Eh bien, on a voulu, donc de manière volontaire, se dégager un petit peu de cette étiquette Silver Eco, puisqu'on n'est pas que sur de la personne âgée quand on fait des soins à domicile. Hein. Comme je disais, on fait des essais cliniques décentralisés, on fait du post-maternité, on fait chute de ski, on fait des maladies chroniques qui sont souvent atteintes assez jeunes. Je pense à la sclérose en plaques, l'asthme sévère, c'est des maladies où on peut avoir entre 20 et 30 ans. Donc, on a quitté cette étiquette assez tôt, enfin en tout cas pas voulu nous la mettre, mais de facto, force est de constater qu'on a beaucoup, effectivement, bien sûr, de personnes âgées qu'on traite à domicile, et notamment dans nos collaborations avec les établissements de santé, c'est souvent, bien sûr, des personnes âgées isolées et socialement aussi en difficulté que l'on accompagne pour avoir un meilleur retour à domicile. Donc oui, forcément, nous sommes dans le développement de la Silver Eco. Bien, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Florence? Non? Mais, Florence, il me reste à te remercier au nom d'Axiel, bien sûr, et surtout au nom de BPI France. Merci pour cette authenticité, sincérité. Merci à vous tous et toutes pour vos questions et votre participation. Donc, on a enregistré là, cette manifestation. On pourra vous communiquer le lien et puis on fera quelques retours en vous taguant sur la page de Axiel. Comme ça, vous pourrez re-rentrer en contact les uns avec les autres, le cas échéant. En tout cas, merci beaucoup. Merci Florence. Merci à toutes et tous. Et puis bon après-midi. Merci.